Alors, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose qu'on commence et les quelques retardataires, s'il y en a, nous rejoindront. Alors, je m'appelle Anne Ries, je suis membre du comité exécutif de l'association des alumni. Karine Biland, notre directrice, était demandée sur un autre événement et notre présidente de l'association a malheureusement le Covid, donc elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Donc on a fait quelques rocades de personnes, donc je suis avec vous pour le début et ce sera Karine qui sera là avec vous pour la fin. Voilà. Donc, on a fait ça comme ça. Donc vraiment je vous souhaite la bienvenue à ce mardi des alumni du mois d'octobre dans cette nouvelle salle que vous ne connaissez pas encore, elle vient d'être ouverte. Donc on se réjouit vraiment beaucoup de poursuivre le cycle des mardis des alumni avec un sujet qui est très important et qui touche à un enjeu de société d'une portée internationale, mondiale, qui est vraiment cet accès à l'insuline. Et à cette occasion, nous avons le grand plaisir d'accueillir comme orateur monsieur le professeur David Berhan, un spécialiste reconnu du diabète, pour une intervention passionnante, je me réjouis, et engagée surtout, pour avoir autour de ce sujet qui nous touche toutes et tous, soit directement, soit indirectement. Donc le titre, l'insuline, 100 ans d'existence, mais toujours pas universelle. Et merci David Berhan d'avoir accepté notre invitation. Et peut-être avant de vous donner la parole, je vais dire juste quelques mots sur le déroulement de la soirée. Donc quelques informations pratiques. Après la conférence, vous aurez l'occasion de poser vos questions et le professeur Berhan pourra vous répondre. On n'a pas de micro, mais je pense que la salle porte la voix et ça devrait jouer pour tout le monde. Et puis ensuite, vous êtes chaleureusement invités à notre petit moment de socialisation qui sera juste là derrière, boire un verre et discuter entre nous, nous rencontrer, puisque c'est quand même le but de cette association, créer des liens, savoir pourquoi on est là et le plaisir qu'on a à partager et la science et le plaisir et la convivialité. Voilà. Et alors peut-être permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Donc vous êtes un spécialiste de santé publique, professeur assistant au département de santé et de médecine communautaire de l'Université de Genève et titulaire d'un master en santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. David Berhan a débuté sa carrière dans l'industrie pharmaceutique avant de se consacrer à la recherche sur le diabète, notamment dans les pays à faible et moyen revenu. Je crois que vous avez fait... Votre recherche balaye énormément de pays. Et après un doctorat à l'University College de Londres, centré sur les besoins des personnes vivant avec un diabète de type 1, le professeur Berhan a rejoint en 2011 les hôpitaux universitaires de Genève, les HUG, et l'Université de Genève. Il mène aujourd'hui de nombreux projets sur l'accès à l'insuline, les systèmes de santé et l'intégration de la perspective des patients sur les réponses aux maladies chroniques, notamment au Kyrgyzstan et en Ukraine. Voilà, en tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir et nous nous réjouissons de vous entendre. J'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité, merci d'être là. Donc je vais vite commencer. Donc juste pour faire vite, très vite, un topo sur le diabète pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment cette maladie. Donc on parle de deux types de diabète. Le diabète de type 1, donc les estimations, donc ça reste des estimations, sont que 9 millions de personnes au niveau mondial. On est environ à 20 000 personnes en Suisse, dont 1000 enfants de 0 à 14 ans. Cette forme de diabète est causée par une réponse auto-immune. Donc le corps même, le système immunitaire de la personne s'attaque au pancréas qui fabrique de l'insuline. Les déclencheurs et les causes sont inconnus malheureusement. Et l'insuline est important pour la survie. Donc quelqu'un qui a le diabète de type 1 a besoin d'insuline tous les jours pour survivre et être en bonne santé. De l'autre part, on a le diabète de type 2 qui est beaucoup plus... le type de diabète beaucoup plus commun. Donc on est à plus de 500 millions de personnes. La majorité des cas sont dus au surpoids et à l'obésité. Mais ce qui est aussi important, c'est que 10 à 25% des personnes avec le diabète de type 2 ont aussi besoin d'insuline, mais ce n'est pas nécessaire pour leur survie. C'est vraiment nécessaire pour une meilleure gestion
Et donc c'est important de garder ça en tête. Donc de nouveau, c'est quoi l'insuline? Donc l'insuline est une hormone produite par le pancréas et qui a un rôle dans la régulation du glucose dans le sang. Et donc nous, les personnes sans le diabète, quand on mange, on n'y pense même pas. Le pancréas s'adapte. Si on a faim, on n'a pas faim, on a mangé beaucoup ou pas beaucoup. Mais pour les personnes avec le diabète, il faut s'injecter ce produit, donc c'est un produit biologique, qu'il faut s'injecter tout le temps, plusieurs fois par jour, en fonction de ce qu'on fait, ce qu'on mange. Et vous voyez sur les photos, il y a différentes manières de s'injecter cette insuline. Donc on peut le faire avec une seringue, avec un stylo, ou maintenant, dans beaucoup de contextes, avec une pompe. Et donc, quand on parle d'insuline, on ne parle pas d'un nouveau médicament. Ce médicament a été découvert en 1921, et je pense que c'est important de mettre en place aussi en contexte cette découverte qui a été faite dans une université. Et donc de montrer le rôle important que les universités ont dans la découverte médicale, l'innovation. Et donc là, vous voyez sur cette diapo les docteurs Banting et Best à l'université de Toronto qui ont pas nécessairement découvert l'insuline parce qu'on savait qu'il y avait une hormone qui régulait le sucre dans le sang, mais qui ont découvert comment l'extraire et comment l'utiliser à des fins thérapeutiques. Et la raison qu'il y a un chien, c'est que cette découverte, ces expériences ont utilisé des chiens où ils enlevaient les pancréas des chiens et ensuite injectaient l'insuline, surtout à l'époque d'extraits de pancréas bovins, et ont vu qu'on pouvait maintenir en vie ces chiens qui n'avaient pas de pancréas, et donc le lien avec le diabète de type 1. Et donc là, vous voyez un flacon du tout début de l'histoire de l'insuline, et vous voyez, c'est pas très clair, mais c'est marqué University of Toronto, donc ça a été produit aussi par l'université tout au début. Là, vous voyez une photo de 1922-1923 d'un enfant avant la prise d'insuline. Donc vous voyez un enfant quasi squelettique, et ensuite la deuxième photo après l'insuline, un enfant normal. Et donc ça a vraiment révolutionné la prise en charge du diabète de type 1, parce qu'avant, malheureusement, les enfants, les personnes avec le diabète de type 1 mouraient, et l'insuline a fondamentalement changé l'espérance de vie, la vie des personnes, et c'est devenu une maladie chronique qu'on connaît aujourd'hui. Mais, et il y a un grand mais, donc là c'est la couverture de la revue scientifique The Lancet en 2006, donc il y a presque 20 ans, et donc la couverture posait cette question: quelle est la cause de décès la plus fréquente chez les enfants avec un diabète? Et d'un point de vue mondial, la réponse est le manque d'accès à l'insuline. Et donc on voit que malheureusement, plus de 100 ans après cette découverte, on fait face encore à des problèmes liés à l'accès à l'insuline. Et ma présentation va faire un peu le parcours du pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Donc juste pour contextualiser un peu ce manque d'accès avec des chiffres, donc je vais me déplacer, ce sera plus simple. Donc là, les premiers graphiques, vous voyez l'espérance de vie à l'âge de 10 ans. Donc je ne compare pas exactement les mêmes choses. Donc là, vous voyez l'espérance de vie à 10 ans à Boston. Donc ça, c'est avant la découverte de l'insuline. Donc vous voyez qu'entre 1897 et 1913, l'espérance de vie était 1,3 ans à l'âge de 10 ans. On a vu que ça a doublé entre 1914 et 1922. Ça peut être débattu si ce doublement était vraiment une espérance de vie positive, un développement positif, parce que la seule solution, c'était que ces enfants mangent presque rien. Et donc, ils ne mouraient pas à cause du diabète de type 1, mais beaucoup mouraient de malnutrition. Et ensuite, ce que vous voyez en vert, c'est cette forte augmentation de l'espérance de vie avec l'introduction de l'insuline en 1922 à Boston, aux États-Unis, jusqu'à 45 ans entre 1939 et 1945. Et donc là, ce qu'on voit, je dirais presque au début des années 2000, au Mozambique, donc un pays très pauvre, dans des zones rurales, l'espérance de vie au moment du diagnostic était de moins d'une année, donc 0,6 ans. Dans une zone urbaine, c'était un peu mieux, c'était à 4 ans. Bien sûr, dans un pays pauvre, ce n'est pas seulement l'accès à l'insuline qui pose problème, il y a tout le système de santé, mais c'est un contraste assez frappant de se dire que l'espérance de vie, même avant la découverte de l'insuline, était plus élevée que dans ces pays. Et ce qu'on voit dans des pays riches comme l'Australie,
Et en Suisse maintenant, c'est que l'espérance de vie des personnes avec le diabète de type 1 commence à s'approcher de l'espérance de vie normale, à cause de l'accès à l'insuline, à cause des technologies, à cause du système de santé. Mais si on se focalise sur vraiment pourquoi ces barrières d'accès, et là c'est un cadre développé par l'Organisation mondiale de la santé qui montre un peu le chemin qu'un médicament doit parcourir. Donc bien sûr, il faut trouver un nouveau médicament, il faut de l'innovation, et il y a plein d'innovations qui se passent à l'Université de Genève. Malheureusement, l'Université de Genève ou d'autres universités ne produisent pas de médicaments, il n'y a pas une usine, malheureusement, donc on délègue ce rôle ensuite à l'industrie pharmaceutique. Ensuite, il y a les aspects réglementaires, donc ce n'est pas juste parce qu'un médicament est découvert qu'il va être mis sur le marché, donc est-ce que ce médicament aide? Est-ce qu'il y a les effets négatifs sont plus grands que les effets positifs? Même si un médicament est jugé qui peut être utilisé par l'homme parce qu'il y a un aspect positif, ça ne veut pas dire qu'il va être inclus, par exemple, dans l'assurance ou dans un système de santé. Ensuite, il y a déterminer le prix du médicament. Donc en Suisse ou dans d'autres pays en Europe, on ne peut pas vendre un médicament à n'importe quel prix. Et ensuite, il y a comment ce médicament va être remboursé. Toutes ces étapes permettent à ce médicament de rentrer un peu dans le pays, mais ensuite, il faut l'acheter et il faut distribuer ce médicament partout dans le pays. Et en bout de course, il y a vraiment cet élément de l'interaction avec le système de santé, donc de se dire que je vais voir un médecin qui va me prescrire un médicament, je vais aller dans une pharmacie qui va me donner ce médicament, et enfin, en tout bout de course, je vais utiliser ce médicament à la maison ou dans mon quotidien pour améliorer ma santé. Et donc là, les prochaines diapositives vont faire ce parcours et vous montrer à chaque étape quels sont les défis par rapport à l'insuline. Donc si on commence par l'élément recherche et développement et innovation, donc, comme vous l'avez vu, on ne parle pas d'un nouveau médicament. Ça a été découvert en 1921. L'évolution de l'insuline, c'est de se dire qu'aussi, en 1921 et au début de l'insuline, c'était des pancréas ou de porc ou de bœuf qui étaient purifiés. Ensuite, on a eu le génie génétique qui a pris le gène de l'insuline humaine, l'a injecté dans des levures ou des bactéries qui produisaient de l'insuline. On est passé à des insulines analogues. Donc, les insulines analogues, c'est que avec le génie génétique, on a modifié le gène de l'insuline humaine pour que cette insuline fonctionne plus rapidement ou plus lentement pour essayer de s'approcher le plus du fonctionnement d'un pancréas normal. Parce que le pancréas normal, il y a ces deux rythmes. C'est si maintenant je bois 2 litres de coca, l'insuline va augmenter rapidement pour essayer de baisser mon taux de sucre et ensuite va rester stable toute la journée. Là, je suis en train de vous parler d'utiliser du sucre pour vous parler, pour bouger mes mains, et c'est mon repas de midi qui continue à être utilisé un peu comme source d'énergie. Donc, l'insuline même, le liquide, il n'y a pas d'élément de brevet. Donc, souvent, quand on parle d'accès aux médicaments, un élément, c'est de dire les brevets existent, et donc, on peut pas, il y a seulement un fabricant qui peut fabriquer ce médicament à cause des brevets. Pour l'insuline, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on voit, c'est une augmentation des brevets sur les dispositifs d'injection. Donc les stylos que je vous ai montrés, et dans la prochaine slide, je vous montre un peu cette augmentation. Et c'est de se dire, c'est un moyen de garder le consommateur, parce que j'aime ce stylo, je m'habitue à l'utilisation de ce stylo, et donc je vais rester fidèle à ce stylo. J'ai déjà parlé de cette transition. Et aussi, il y a la question, je pense, qui est importante, c'est de dire l'innovation. Quand on parle d'innovation dans le domaine médical, malheureusement, l'innovation vient toujours avec un prix plus élevé. C'est un peu comme les iPhones. Donc, chaque fois, il y a un peu d'innovation, mais c'est toujours avec un prix élevé. Et surtout, pour les pays pauvres, est-ce que ces innovations sont adaptées aux populations et aux pays à faibles ressources? Et donc, on voit vraiment qu'il y a beaucoup à faire par rapport à l'élément d'innovation, surtout pour la suite de l'insuline. Et là, ce qu'on voit, c'est entre 2004 et 2020, cette augmentation assez importante sur le dispositif, donc 60 brevets en 2020 sur les dispositifs, donc les stylos. La formulation, on voit que c'est juste la manière de mélanger cette insuline avec différentes choses. La méthode d'utilisation, c'est comment cette insuline est utilisée, mais si on regarde le principe actif, donc l'insuline même, il y a seulement 3 brevets
et le processus de fabrication. Donc il y a vraiment ce changement dans l'industrie par rapport au dispositif. Ensuite, si on passe à l'élément production, donc c'est de dire qu'il faut produire ces médicaments, faut les produire pour des millions de personnes. Le défi avec l'insuline, c'est un produit biologique, donc ce n'est pas un produit chimique, et donc ces produits biologiques sont beaucoup plus complexes à fabriquer. En parallèle, on a une fabrication de ces médicaments qui est concentrée avec 3 grandes multinationales, donc Eli Lilly aux États-Unis, Novo Nordisk au Danemark et Sanofi en France, qui représentent 96% du volume total d'insuline, donc en termes de liquide ou de litres d'insuline, et 99% de la valeur du marché, donc en termes de francs, dollars, euros. Donc on voit que ce marché est dominé par 3 fabricants. Via différents projets de recherche, on a identifié d'autres fabricants, mais ils ont beaucoup de barrières d'entrée sur le marché, que ce soit au niveau réglementaire ou juste au niveau de faire face à ces tout grandes sociétés qui vraiment ont presque un monopole du marché. Donc ces autres sociétés se partagent 4% du marché en termes de volume et 1% en termes de valeur. Donc une fois que ce médicament est découvert et produit, c'est important de se rappeler que nos gouvernements ont un rôle de protection de la population en ne pas laissant des médicaments ou de mauvaise qualité ou des médicaments qui pourraient avoir trop d'effets néfastes rentrer sur le marché. Et de nouveau, on fait face à un défi parce que ce processus d'évaluation d'un dossier est beaucoup plus complexe pour un produit biologique que pour des entités chimiques. Parce qu'il faut se dire que chaque flacon d'insuline qui sort doit être presque la même. Et donc c'est de dire que cette réplication est très difficile comparée à un produit chimique où on mélange X milligrammes de Y avec Z milligrammes de Z. Et donc c'est ça le défi, c'est cet élément de continuité de production et aussi cette évaluation des dossiers techniques. Et surtout dans les pays à faible et moyen revenu, on a un manque de capacité par rapport à ces agences réglementaires. Et donc pour faire face à ce défi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 2019, a rajouté l'insuline sur sa liste de préqualification. Et donc cette liste permet aux producteurs de soumettre le dossier réglementaire à l'Organisation mondiale de la santé pour un examen. Et si vous voulez, l'Organisation mondiale de la santé remplace cette agence réglementaire en disant l'insuline fabriquée par David, elle peut être utilisée, vous n'avez pas à avoir peur, et donc cette insuline peut rentrer sur le marché. Malheureusement, l'idée derrière ça, c'était d'augmenter la concurrence, mais seulement 2 fabricants ont utilisé cette initiative, et ces 2 fabricants sont 2 des 3 grands, et donc on voit que ce mécanisme n'a pas trop fonctionné. Ensuite, c'est de dire, juste parce qu'un médicament ne tue pas et qu'il est produit, ça ne veut pas dire qu'ensuite un pays va le rembourser ou l'inclure, par exemple ici en Suisse, dans la LAMAL. Et donc, si on prend l'équivalence au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé a une liste de médicaments essentiels, et avant 2021, les analogues, donc ces nouvelles insulines, n'étaient pas inclus. Donc, il y a cet élément de sélection, et la raison pour laquelle et je vous montrerai dans les prochaines diapos, que ces insulines sont beaucoup plus chères, et donc il y a l'élément d'évaluation du coût, mais aussi de l'efficacité, donc c'est de dire, si je paye plus, est-ce que l'efficacité est beaucoup plus grande, et c'est malheureusement pas le cas. Ensuite, il y a des politiques par rapport au prix des médicaments. Donc en Europe, la détermination des prix est assez stricte, donc il y a des règles à respecter. Malheureusement, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc aux États-Unis, un fabricant peut vendre son médicament presque au prix libre. Et aussi, il y a un manque de ces politiques de prix par rapport aux pays à faible et moyen revenu. Donc c'est de dire que là, le prix peut être déterminé par l'industrie et pas par le secteur public. Et aussi, par rapport au dernier élément, l'élément de remboursement, c'est de dire qu'est-ce qui est payé directement par les personnes, qu'est-ce qui est couvert par l'assurance, qu'est-ce qui est couvert par le gouvernement. Et de nouveau, je vous montrerai des chiffres qui montrent que dans beaucoup de pays, malheureusement, le fardeau financier est sur l'individu et pas sur le système ou sur l'assurance. Donc là, je vous montre un graphique qui montre 2 choses. Donc là, la première partie,
c'est pour l'insuline humaine. Et donc là, vous avez le coût de production, le prix d'achat du gouvernement, donc le secteur public, quand il achète le médicament, combien est-ce qu'il paye, le patient dans le secteur public et le patient dans le secteur privé. Et là, vous avez les mêmes données pour les insulines analogues, donc ces nouvelles insulines. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres et que c'est un mardi soir, donc il y a 3 leçons vraiment à garder. La première leçon, c'est la différence entre le coût de fabrication et le coût d'achat du gouvernement. Donc on voit, donc ça c'est des estimations que des collègues ont fait, c'est de dire même avec une marge bénéficiaire, le coût de fabrication d'un flacon d'insuline est entre 28 et 3,42 $. Si on regarde le prix d'achat des gouvernements, on voit que un gouvernement fait assez bien, donc à 1,45 $, mais ça monte jusqu'à presque 25 $. Et donc là, la question qui se pose, c'est, on sait tous que quand on achète un téléphone portable, on achète un sandwich, il y a toujours cette marge bénéficiaire, mais pour les médicaments, c'est quoi cette marge bénéficiaire et comment est-ce qu'on peut regarder ce prix du médicament entre le prix d'achat d'un gouvernement et le prix de fabrication? La deuxième leçon, si vous voulez, c'est de regarder toute cette gamme de prix. On sait, on vit à Genève, donc on sait que les prix dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres villes sont beaucoup moins chers pour des cafés, des repas, etc. Mais c'est de se dire que là, pour un médicament, on voit que ça va il y a presque plus de 20 fois de différence entre le prix minimum et le prix maximum. Donc de nouveau, pourquoi cette grande variabilité de prix dans des pays qui se ressemblent? Bien sûr, il y a un peu un mélange de géographie, de revenus, mais on ne parle pas de comparer l'Éthiopie avec la Suisse. Et la dernière leçon, si vous voulez, c'est cette différence entre l'insuline humaine et les insulines analogues. Si vous regardez juste le prix médian, donc on est à 4,35 $ pour un patient dans le secteur public et à plus de 31 $ dans le secteur public pour une insuline analogue. Donc on voit que ces produits sont beaucoup plus chers et l'élément de question par rapport aux bénéfices. Là, je vais passer très vite sur cette diapositive, juste pour faire un petit détour via la Suisse, pour vous montrer que si on compare les prix au Danemark, en France et au Royaume-Uni, malheureusement en Suisse, les prix de l'insuline sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Et ça montre aussi que c'est un problème global, cet élément du prix du médicament, mais j'y reviendrai. Ensuite, c'est de dire qu'il faut approvisionner tous les centres de santé, et donc comment est-ce qu'un pays pauvre s'approvisionne en médicaments? Donc il y a des appels d'offres internationaux, donc un pays va dire j'ai besoin de tant de flacons d'insuline et attendre des réponses des fabricants. Il peut y avoir des achats directs ou via des grossistes ou directement, et il y a beaucoup de pays malheureusement qui dépendent de dons qui peuvent fluctuer. Et ensuite il y a l'élément d'approvisionner tout le pays, donc ça c'est une route au Kyrgyzstan, et donc c'est de dire que l'insuline, les médicaments doivent franchir des cols de montagne, des routes qui ne sont pas top. Quand j'ai travaillé au Mozambique, pendant la saison des pluies, le pays était coupé en deux parce qu'un pont était détruit à chaque grande pluie. Donc c'est de se dire qu'il n'y a pas seulement cet élément de se dire est-ce que le médicament est arrivé à bon port dans le pays, mais est-ce que ce médicament est un peu partout. Un autre défi dans cette chaîne d'approvisionnement, c'est de dire où est-ce qu'il y a des marges qui sont prises. Et donc là, c'est juste deux exemples, un en Chine, un en Indonésie, qui montrent qu'en Chine, la majorité du prix que le patient paye est due au prix de vente du fabricant. Et donc si je veux baisser le prix de l'insuline en Chine, il faut que je m'attaque au prix du fabricant. Mais en Indonésie, la majorité du prix sont des taxes ou différents éléments en plus sur le prix que le gouvernement impose ou le secteur privé impose. Et donc si je veux baisser le prix de l'insuline en Indonésie, je ne m'attaque pas au prix du fabricant, mais à toutes ces taxes et tous ces éléments en plus. Et c'est aussi de se dire que, et là je pense que c'est aussi important, c'est cet élément de dire on a besoin, il y a l'élément du prix et il y a l'élément de la disponibilité. On a de la chance à Genève, il y a des pharmacies à tous les coins de rue, donc l'élément de disponibilité
est quasi à 100%. Il y a tout un débat à avoir sur l'élément des prix des médicaments en Suisse, mais c'est de se dire que dans ces pays-là, on fait face à deux défis. Est-ce que le médicament est là? Et est-ce que le médicament, s'il est là, est-ce que j'ai assez d'argent dans ma poche pour me l'acheter? Et donc ce graphique essaye de mettre deux choses ensemble. Donc là, il y a une ligne tracée sur le 1, et donc ça c'est un jour de l'équivalent du salaire de l'employé public le moins bien payé dans tous ces pays. Et donc c'est de se dire, l'Organisation mondiale de la santé dit, si quelqu'un doit payer plus d'un jour de son salaire pour s'acheter un médicament, c'est pas abordable, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, les 80%, c'est de nouveau l'Organisation mondiale de la santé qui définit ce 80% en termes de disponibilité. Et donc si vous regardez ici, on voit que le Brésil pour les hôpitaux publics et privés, et le Pakistan et le Kyrgyzstan pour les hôpitaux publics, sont un peu dans ce cadran-là, où c'est gratuit, par exemple au Brésil dans le secteur public, Pakistan, Kyrgyzstan dans le secteur public, où le prix était très faible, et aussi que c'est disponible en plus de 80%. Si on prend le cas extrême ici du secteur privé au Kyrgyzstan, c'est de se dire qu'au Kyrgyzstan, ce n'est pas du tout disponible, c'est disponible en environ 20% des structures de santé privées, des pharmacies privées, pardon, et que la personne dans le secteur public qui est le moins bien payée devrait travailler plus d'un mois pour payer son insuline pour un mois. Donc clairement, il y a un problème par rapport au prix. C'est important de garder en tête ces deux éléments. Maintenant, on arrive, je dirais, en bout de course de ce flacon d'insuline, c'est de dire, maintenant, la personne doit recevoir cette insuline. Donc, il y a l'élément de prescription, donc c'est de dire, est-ce que je peux accéder au système de santé? Comment est-ce que le système de santé est organisé par rapport à la prise en charge du diabète? Il y a la disponibilité de l'insuline dans le système de santé, donc est-ce que les pharmacies dans des zones reculées vont avoir de l'insuline? Et ensuite, cet élément d'utilisation. Donc, est-ce que j'ai assez de connaissances pour savoir comment utiliser mon insuline? Est-ce que l'insuline est abordable? Est-ce que j'ai assez d'argent pour que mon flacon dure un mois? Ou est-ce que je vais utiliser un peu moins d'insuline pour prolonger la durée? Donc, il y a plein d'autres facteurs qui, en bout de course, font que le problème persiste. Et en plus, c'est de dire que l'insuline, c'est un élément de coût, ce n'est pas le seul coût que les gens peuvent avoir. Et donc là, vous pouvez voir pour le Kyrgyzstan, le Mali, le Pérou et la Tanzanie, tous les coûts qu'une personne pourrait avoir pour la prise en charge du diabète de type 1, donc l'insuline, les seringues, les outils de suivi de la glycémie, les frais de consultation, des tests en laboratoire, le transport. Et donc vous pouvez voir par exemple au Mali qu'une personne, si on prend les prix maximum par rapport à tous ces éléments, de nouveau avec ce chiffre du salaire le moins élevé, une personne au Mali qui gagne le salaire public le moins élevé devrait travailler tout un mois, donc tout le salaire mensuel passerait dans le prix de la prise en charge du diabète. Donc clairement, cet élément du prix est important. Je vais un peu changer et maintenant de vous dire, là j'étais assez négatif par rapport à cette situation, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à répondre à ces défis et quel rôle pour différents acteurs. Et donc je reprends un peu une description de la société que le professeur Mintzberg de l'université de McGill a utilisée. Il décrit la société comme un tabouret avec trois jambes. Donc une jambe représente la société civile, une autre jambe le gouvernement et la troisième jambe le secteur privé. Et son argument c'est de dire que si on a un secteur qui prend du pouvoir ou qui perd du pouvoir vis-à-vis d'un autre secteur, notre tabouret on ne veut pas trop s'asseoir dessus parce qu'on risque de tomber. Et donc là je vais vous montrer un peu les réponses que ces différents secteurs apportent à cette problématique. Donc je vais commencer par l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a l'agenda de la santé, donc c'est basé à Genève, juste au-dessus des nations, avenue Appia. Et là, l'OMS a différents outils qu'ils ont fait. Donc la première, c'est une résolution au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé. Et donc il y a une résolution qui est par rapport à la réduction du fardeau du diabète, où
où cette résolution fait mention de l'insuline. Et ce qui est important, c'est que cette résolution est signée par tous les États membres, dont la Suisse, le Mozambique, le Mali, le Vietnam et d'autres. Donc c'est de dire que nos pays se sont engagés par rapport à ça. Ensuite, l'OMS émet aussi des éléments techniques, donc il y a le Compact mondial sur le diabète. Donc ça, c'est plutôt un document technique qui montre aux États, aux experts en santé publique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à cet élément. Et ensuite, enfin, l'OMS émet un peu des éléments de mesure en se disant bah, est-ce qu'on arrive à ce qu'on aimerait faire ou pas. Et donc, ce qui est important, et je sais que ce n'est pas très clair, c'est que pour le diabète de type 1 et l'insuline, la mesure que l'OMS vise à partir de, pour 2030, c'est de dire que 100% des personnes avec le diabète de type 1 ont accès à de l'insuline abordable et aussi aux outils de suivi de la glycémie. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais on espère que ça va se passer. L'autre élément, c'est de cet intérêt politique sur ces thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que différents gouvernements ont soulevé ce point. Donc, on a un parlementaire français qui a soulevé cette question. On a Bernie Sanders aux États-Unis. Pendant la présidence Biden, cette problématique de l'insuline a été soulevée plusieurs fois lors de différents discours. Et ce qui est intéressant, en Suisse, en 2021, si je ne me trompe pas, on a une parlementaire qui a posé une interpellation au niveau du Conseil fédéral par rapport à améliorer l'accès à l'insuline et la prise en charge du diabète en Suisse et dans le monde. Donc on voit qu'il y a un intérêt politique, même au niveau mondial, par rapport à cette problématique. Mais ça soulève d'autres questions. Et là, je reviens en Suisse, et je pense que vous êtes tous malheureusement familiers avec ces manchettes qu'on voit souvent. C'est de dire quel rôle pour les gouvernements par rapport à la santé. Donc il y a l'élément de la couverture universelle, donc c'est de dire qu'est-ce qui est couvert par le gouvernement et comment par rapport à la prise en charge de la santé. Donc si on regarde par exemple au Royaume-Uni, il n'y a pas d'assurance, tout est payé via les impôts. D'autres pays ont des assurances ou d'autres mécanismes pour couvrir la population par rapport aux besoins de santé. Il y a l'élément de rationalisation de l'utilisation des médicaments, c'est de dire il y a plein de médicaments, comment est-ce qu'on rationalise cette utilisation ou en regardant qu'est-ce qu'on inclut ou pas. Il y a l'élément biosimilaire, donc quand on parle de générique, on parle de médicaments chimiques. Si on parle de générique de médicaments biologiques, on parle de biosimilaires. Et donc là, il y a tout l'élément de réglementation de ces biosimilaires qui est différent entre les pays. Donc il y a l'élément de dire est-ce que je laisse rentrer ce nouveau biosimilaire dans mon pays, et aussi juste au niveau de la pharmacie ou au niveau des médecins de cette substitution. Donc je ne sais pas si vous allez souvent à la pharmacie. En principe, des fois, les pharmaciens ou pharmaciennes vous posent la question est-ce que vous voulez générique ou pas. Donc pour certains produits biologiques, il n'y a pas cet élément de substitution. Ensuite, il y a l'élément de régulation des prix, donc comment est-ce que les gouvernements régulent les prix. Et globalement, il y a l'élément de financement de la santé qui est un débat très, très vif maintenant en Suisse. Est-ce que le financement de la santé, au niveau national, comment ça se fait? Est-ce que c'est les assurances? Est-ce que c'est des primes? Est-ce que c'est le gouvernement et nos impôts? Mais aussi, malheureusement, et là de nouveau on revient à Genève avec ces changements par rapport à la Genève internationale, c'est comment est-ce que la santé est financée au niveau international et quel rôle pour le gouvernement suisse par rapport à des pays pauvres en Afrique, en Asie ou d'autres. Et ensuite ça soulève bien sûr, de nouveau étant à Genève, comme vous le savez, beaucoup de gens à l'OMS et dans d'autres agences des Nations Unies ont perdu leur poste. Et donc, quel rôle pour un organisme au niveau des Nations Unies par rapport à ces questions de santé? Et aussi de se dire que le rôle des gouvernements est à chaque niveau. C'est de dire que le gouvernement suisse finance de la recherche à l'Université de Genève. Peut-être demain, à l'Université de Genève, on va découvrir un nouveau médicament pour le diabète, mais on ne va pas fabriquer ce médicament. Donc, ce médicament va passer dans le domaine privé. Et qu'est-ce que ça veut vouloir dire pour d'autres éléments par rapport au rôle des gouvernements? Si on passe à côté de l'élément de société civile, je vous donne 3 exemples très rapides, il y en a plein. C'est de dire, par exemple, au niveau international, il y a la Fédération internationale du diabète
Et si vous regardez qui sont leurs partenaires, c'est beaucoup d'industries pharmaceutiques. Donc vous voyez Novo Nordisk et Sanofi, deux des principaux fabricants d'insuline, c'est les partenaires premium de la Fédération internationale du diabète. Donc ça pose la question, est-ce qu'on a réellement une société civile qui est prête à faire face à l'industrie pharmaceutique? Au milieu, vous voyez, c'est surtout aux États-Unis où des personnes avec le diabète, leurs familles vont devant les fabricants d'insuline avec des pancartes par rapport à dire que l'insuline c'est un droit humain, qu'il faut baisser le prix et tout ça. Et ensuite, je trouve c'est assez drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2022, quand Twitter existait toujours, il y avait l'opportunité d'acheter un compte Twitter. Donc quelqu'un s'est amusé à acheter le compte d'un des fabricants d'insuline et a fait un tweet en disant que maintenant l'insuline est gratuite et que l'effet c'était de faire cette baisse du prix de l'action de Lilly. Comme vous pouvez voir, c'est marqué que la personne a payé 8 $ pour ce tweet et que ça a entraîné une perte de 15 milliards. Je trouve ça assez drôle parce que ça montre réellement qu'on voit le médicament comme un autre produit. Et donc ça ouvre tout un débat. Est-ce que le secteur privé, dans le domaine du médicament, est-ce qu'on doit le voir de la même manière que d'autres secteurs privés? Et ça mène à cette question, et le secteur privé, qu'est-ce que le secteur privé fait dans ce domaine? Donc il y a différentes initiatives des entreprises. On en a recensé 25 qui sont actifs dans environ 70 pays à faible et moyen revenu. Il y a un prix différentiel, donc c'est de dire que le prix de l'insuline dans beaucoup de ces pays est beaucoup plus bas que le prix en Suisse. Il y a des dons, principalement pour les enfants. Donc il y a un programme Life for a Child qui est soutenu par Eli Lilly, et Novo Nordisk a un programme Changing Diabetes in Children. Et donc on estime qu'entre 2009 et 2015, on voit qu'on a augmenté de plus de 8 000 à environ 35 000 enfants avec le diabète de type 1. Et ce qu'on a aussi vu, c'est une baisse de prix aux États-Unis. Et donc là, vous pouvez voir la baisse de prix. Je pense que c'est aussi important de réfléchir. On parle souvent des déterminants commerciaux de la santé. Donc quand on parle de ces déterminants, on pense souvent au tabac, à l'alcool, à l'alimentation, mais c'est comment est-ce qu'on réfléchit à l'industrie pharmaceutique. Et de nouveau, ce qui était choquant, c'est l'année passée, le Novo Nordisk valait plus que l'économie du Danemark au total. Donc la valeur boursière de Novo Nordisk dépassait le PIB de l'économie danoise, et ça ouvre toute une question sur, de nouveau, le rôle du secteur privé par rapport à ça. Pour rester positif, c'est de montrer qu'on peut faire des choses. La société civile, les gouvernements, que ce soit les gouvernements riches ou les gouvernements pauvres, et le secteur privé peuvent changer la donne par rapport à l'accès aux médicaments. Et là, on voit l'impact que ça peut avoir, par exemple, pour le VIH-Sida. Et donc, ce que vous pouvez voir en bleu, c'est la mortalité qu'on a pu diminuer parce qu'on a trouvé des solutions par rapport au VIH. Et donc, c'est de rester positif. Et c'est de dire que, là, c'est une étude que des collègues ont menée au Cambodge, et c'est une étude qualitative, et le titre, c'est « J'aimerais avoir le sida ». Et c'était de dire que les gens préféraient avoir le sida parce que tout était mis en place pour eux par rapport au diabète où il n'y avait rien. Et donc, c'est de dire qu'on peut trouver des solutions, mais malheureusement, pour l'instant, pour le diabète, on n'a pas encore trouvé, et on a besoin d'un large éventail de solutions. Donc, ce n'est pas juste l'élément du prix, il y a l'élément des systèmes de santé, il y a le rôle du secteur privé. Et j'aimerais, pour mes dernières diapositives, aussi poser la question, on est à l'Université de Genève, vous êtes des alumni, vous êtes intéressés par le rôle de l'Université de Genève, et c'est de poser cette question, quel rôle pour les universités, les universitaires dans ce domaine? Je trouve que c'est intéressant qu'en 2019, on a eu ces deux articles qui sont sortis un peu dans ce cadre-là. Donc, dans le Lancet, l'éditeur Richard Horton posait la question qu'on avait besoin de scientifiques engagés. Et donc Horizon, qui est le magazine de la recherche scientifique en Suisse, il y a une citation de se dire qui disait qu'il fallait des scientifiques qui dérangent. Et donc là, la question, c'est bien sûr, comment est-ce qu'on peut faire ça?
Et donc si on regarde le rôle de l'Université de Genève, bien sûr il y a l'élément de la recherche. Donc, une partie de mon temps c'est passé à faire de la recherche. Une partie de mon temps c'est enseigner. Donc j'enseigne des étudiants en médecine, des doctorants, des post-doctorants. Et aussi cet élément de renforcement de capacité. Et ensuite il y a pour moi ce pilier fondamental de l'Université de Genève, c'est les services à la cité. Mais si on regarde, et je vais critiquer un peu l'institution, on voit que ces trois piliers. C'est de dire, bah, David, il faut que tu enseignes, David, il faut que tu fasses de la recherche, David, il faut, si tu as le temps, faire des services à la cité. La question ou l'élément, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire plutôt que des piliers, vraiment une boucle, et que cette recherche nourrisse l'enseignement, et que cet enseignement, cette recherche nourrisse aussi le rôle de l'université au sein de la cité, pas seulement Genève, la Suisse, mais cette cité, je dirais, mondiale. Et c'est là de vous montrer un peu ce qu'on peut faire à l'Université de Genève. On a de la chance, et j'ai mes deux collègues, Marina et Sonia, on a pu obtenir un financement pour créer ce qu'on a appelé le NCD Policy Lab. Donc c'est un laboratoire autour de la politique, autour de l'accès aux soins et aux médicaments. Et on a vraiment construit ces trois piliers, mais de se dire que plutôt d'avoir trois piliers, c'était vraiment un enchaînement. Et on a la chance de travailler avec des collègues au Mali, au Pérou et au Kyrgyzstan, et de vraiment travailler entre les pays, donc entre ces quatre pays, la Suisse et nos collègues à l'étranger, sur ces quatre éléments à travers les pays. Et donc de dire que bah, l'élément de recherche, on fait de la recherche en commun, et je vous montrerai certains de ces projets. Donc on a différents projets de recherche, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on a une collaboration internationale sur l'élément de l'épidémiologie, donc de mieux comprendre un peu tous ces phénomènes autour du diabète de type 1, combien de personnes est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'on voit des augmentations, c'est quoi les causes. On a aussi, on fait partie, l'Université de Genève, d'une commission du Lancet sur le diabète de type 1. Donc là, l'idée, c'est cette revue scientifique, au lieu de publier un article qui fait environ 2500-3500 mots, nous offre 25 000 mots pour écrire un rapport, un peu l'état des lieux sur le diabète de type 1. Donc j'espère, si je suis invité ici en 2027, je pourrais vous présenter les résultats de cette commission. Si on regarde l'élément enseignement, renforcement des capacités, donc là, de nouveau, on a différents types d'activités. On a organisé à Genève un hackathon sur l'élément d'accès avec les HUG, Médecins sans frontières, le CICR. On a fait plein de webinaires sur différentes thématiques pour essayer de sortir la science un peu de cadre très académique et d'essayer d'apporter ça à différents publics. Et aussi dans nos pays partenaires, au Kyrgyzstan et au Pérou, on a organisé des tables rondes qui amènent des chercheurs, la société civile, les gouvernements ensemble pour essayer de discuter et de débattre de ces sujets qui souvent sont en silo. Et il y a très peu d'interaction. Et ensuite, par rapport au service à la cité, et je pense que ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de dire, on a organisé il y a quelques années une conférence, un débat public sur l'accès aux médicaments. Récemment, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de visiter cette expo photo qu'on a fait Kay Wilson. Si vous ne l'avez pas vu, l'expo photo est encore disponible si vous prenez ce QR code en photo. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire sortir la science de deux manières. Une, de traduire cette science avec des photos. Donc, on a beaucoup travaillé avec les photographes en comment est-ce qu'on communique des éléments complexes à un grand public. Et ensuite, de mettre ces photos à disposition dans un lieu public à Genève pour que les passants, le dimanche, le week-end, ou quand ils se baladent au bord du lac, puissent regarder ces photos. Et donc, ça reste un domaine qu'on aimerait continuer. Et donc, juste quelques réflexions pour terminer cette présentation. L'accès à l'insuline reste un problème complexe. Il n'y a pas de solution simple, malheureusement. On a besoin de traduire la science, donc ce que je vous ai présenté, en politique, mais il nous faut des compétences, des outils, le temps et des incitatifs. Donc, malheureusement, mon temps est payé pour enseigner et faire de la recherche. Donc, comment, de nouveau, le rôle de l'université doit être sur cet élément de traduire la science en politique. Et de nouveau, cette question, quel rôle pour les universités, les universitaires, le lien entre ces différents rôles, les aspects financiers et aussi le contexte actuel. Malheureusement,
il y a moins de moyens pour faire de la recherche, il y a moins de moyens pour les universités, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, quel rôle pour l'Université de Genève, cette institution qui nous tient à cœur? Je pense que c'est intéressant de voir, et dans un article sur le rôle des universités, il parle d'avoir 3 périodes des universités. Donc il y avait l'université médiévale, où il y avait le rôle de servir Dieu, l'Église, et aussi un côté scientifique. Ensuite, il y avait la prochaine étape, donc il y avait l'élément encore science, mais ensuite aussi servir la nation et l'État. Et ensuite, la question, c'est maintenant un peu dans l'ère postmoderne, c'est comment est-ce que les universités ont un rôle à jouer pour la société, pour l'humanité, mais aussi par rapport au marché. Et donc, c'est de dire, maintenant, dans cette ère, comment est-ce que l'Université de Genève a un rôle à jouer si on regarde l'évolution de l'université, du rôle des universités, des étudiants, du marché du travail à l'avenir, comment est-ce qu'on peut changer leur perspective. Et je trouve intéressant de faire un petit détour par l'histoire de l'Université de Genève par rapport à la volonté d'élargir constamment le champ du savoir, d'être une pépinière de savants illustres et l'élément de nouvelles disciplines, et surtout, je pense, ces valeurs humanistes. Et donc, comment est-ce qu'on allie ces valeurs de l'université, cette histoire riche de l'Université de Genève, par rapport à l'apport à la science, à l'enseignement et à la cité, pour essayer de s'attaquer à des problèmes au niveau global. Donc, un énorme merci pour votre attention. Et le QR code, c'est pour l'expo photos, et je réponds volontiers à vos questions. Merci. Merci beaucoup, David Bérin, pour cette présentation, cette conférence qui est très complète. Je pense qu'il répond à beaucoup de questions. Peut-être que vous avez quand même néanmoins encore des questions à lui poser. C'est l'occasion, on a encore environ 10 minutes de temps à disposition. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. J'avais une question concernant la nutrition par rapport au diabète de type 2. Dans quelle mesure, avec la nutrition, on peut aider ces personnes qui ont un diabète de type 2? D'accord. Donc pour le diabète de type 2, il y a plusieurs étapes de traitement. Donc il y a l'élément juste, pour certaines personnes, le changement de style de vie peut renverser complètement. Donc si les gens perdent beaucoup de poids, sont actifs physiquement, ils peuvent ne plus avoir en principe, techniquement du diabète. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'élément de rajouter des médicaments. Et maintenant, en bout de course, il y a l'insuline. Maintenant, il y a les nouveaux médicaments, je sais pas, Ozempic ou Mounjaro, qui font un peu le buzz. Donc, c'est des nouveaux médicaments qui aident à perdre du poids et maintenir cet élément du glucose. Mais pour le diabète de type 2, l'élément nutrition et style de vie, je ferai l'équivalent. Donc, c'est pas seul. Il y a l'élément nutrition, mais aussi l'élément activité physique joue un rôle essentiel. Moi, j'aurais peut-être une question. Est-ce que, je pense que c'était sur une de vos slides, est-ce qu'il faudrait considérer le droit, l'accès à l'insuline comme étant un droit humain universel? Je crois que c'était sur une des slides. Oui, il y a dans plusieurs slides, il y a des pancartes qui montrent cet élément. On a argumenté ça avec différents experts, et c'est un événement qui faisait partie de cet élément du NCD Policy Lab, c'était d'amener des gens spécialistes dans la santé et des spécialistes dans les droits de l'enfant. Et l'argumentaire, c'est de dire qu'un enfant avec le diabète de type 1, il peut avoir accès à l'école, à la nutrition, à un environnement sain, mais si cet enfant n'a pas accès à l'insuline, tous ces autres éléments, malheureusement, tombent à la poubelle. Et donc on a essayé de créer cet argumentaire. Ça pourrait l'être, le droit à la santé est inscrit dans les droits de l'homme et inscrit dans certaines constitutions, mais c'est de dire ensuite, c'est l'élément, et on le voit dans la constitution suisse, il y a un élément entre droit à la santé et droit à être en santé. Et je pense que quel est le rôle du gouvernement? Est-ce que c'est de créer un environnement sain et juste de promouvoir ça, et ensuite il y a la part de responsabilité de l'individu? Ou est-ce qu'on est vraiment dans le rôle du gouvernement, pas seulement d'être dans un environnement sain, mais aussi de donner accès aux médicaments qui sont nécessaires? Ça reste un débat qui n'est pas clair. Bien sûr que c'est un argument, mais malheureusement, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits.
ou au niveau des gouvernements ou au niveau du secteur privé. J'avais une question en rapport au rapport de pouvoir entre les institutions privées qui donc produisent l'insuline et les gouvernements. Et vous avez dit que donc en Europe, on a la chance que ce soit régulé. Mais est-ce qu'une entreprise qui produit l'insuline pourrait avoir des leviers de pouvoir assez grands pour juste refuser un marché et d'une certaine manière dicter les prix, étant donné qu'il y a très peu de monde qui produit, donc c'est un marché extrêmement restreint. Et comment est-ce que ça marche en fait, l'établissement de ces prix, et quels sont les rapports de pouvoir? Il y a plusieurs éléments. Donc les rapports de pouvoir, je pense que ça ouvre tout un débat entre le pouvoir des gouvernements et du secteur privé, au-delà du médicament, sur plein d'autres choses. Clairement, dans beaucoup de domaines, et si on revient à pourquoi est-ce que la Suisse paye plus pour ses médicaments, il y a l'élément de protection du secteur pharmaceutique. Il ne faut pas juste dire que la Suisse, tout est plus cher en Suisse. Les médicaments sont beaucoup plus chers en Suisse et il y a un élément de protectionnisme de l'industrie pharmaceutique. En revenant à votre question par rapport à est-ce qu'un fabricant pourrait ne pas rentrer dans un marché, j'ai jamais vu ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a eu des fabricants qui ont retiré des produits du marché. Donc c'est l'inverse de votre question, mais on voit que les fabricants peuvent retirer des produits du marché, et ils sont en train de le faire pour l'insuline et pas mal d'autres produits, avec des arguments, c'est plus rentable, on n'arrive plus à vendre. Donc j'ai jamais vu un fabricant refuser de vendre parce que les prix étaient trop bas dans un contexte comme l'Europe, mais on voit du retrait des produits. Si on veut, par rapport à la détermination des prix, il y a différents mécanismes qui existent. Il y a certains pays, par exemple le Canada, a des règles très strictes. C'est de dire que si c'est un nouveau médicament qui rentre dans une nouvelle classe pour une maladie où il n'y avait rien, il y a des règles par rapport au prix dans d'autres pays. Mais si c'est un médicament pour une maladie existante et il y a un autre traitement, il y a des règles comme ça. D'autres pays se basent sur des prix de pays voisins. Donc il y a tout un mélange qui fait que ensuite les prix se déterminent comme ça. En Suisse, c'est un peu plus laxiste, il y a une révision des prix, on regarde un peu à gauche à droite ce qu'il y a, mais on garde un peu des prix plus élevés sur toute la gamme des médicaments. Il faut juste aller en France voir les prix ou à l'étranger. Et de nouveau, c'est une décision politique. Et c'est de se dire, cette décision politique, est-ce que les politiques sont prêts à faire face à l'industrie, ou est-ce que si demain le gouvernement suisse dit on aimerait baisser le prix de l'insuline à 10 francs le flacon plutôt que presque le triple, si les fabricants se retirent ou menacent de se retirer, qu'est-ce qui va se faire? Et je pense à un exemple concret, c'est en Grèce, quand il y avait la crise financière, des fabricants ont dit qu'ils allaient se retirer du marché grec parce que la Grèce voulait faire baisser les prix, et il fallait, je dirais, que l'Europe se mette derrière la Grèce pour que ça ne se passe pas. Mais pour moi, un élément de votre question, c'est vraiment cet équilibre de pouvoir entre le public et le privé qu'on voit, pas seulement dans le domaine du médicament, mais dans beaucoup d'autres domaines. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute votre question. Ça m'a donné une autre question. Ok. Moi, je suis intéressée parce que finalement, on a utilisé l'insuline pendant 3 ans pour mon mari. Je ne me suis jamais vraiment posé cette question du marché de l'insuline. Parce que j'allais à la pharmacie, j'avais l'insuline, je ne la payais pas, puisque c'était l'assurance qui payait. Et finalement, je prends conscience ce soir du problème caché, finalement, que la population ne doit pas vraiment connaître. On ne se pose pas tellement cette question. Et toutes les actions qui sont faites, parce que là, je vois, dans mon supermarché, ils sont en train de monter un immense stand pour 4 jours, mais c'est sur le diabète. C'est jamais sur l'insuline, c'est sur la maladie, c'est sur le diabète. Donc, en fait, on ne parle pas de l'accès, si vous voulez, d'abord parce que je pense qu'en Suisse, on ne l'a pas. Mais je pense aussi que, j'ai travaillé avec Terre des Hommes, pourquoi pas aussi faire une action
peut-être au lieu de l'école, faire une action à la marche pour que tous les enfants de tel pays d'Amérique du Sud aient accès à l'insuline. On pourrait aussi imaginer quelque chose comme ça ou... Tout à fait, mais je pense que je vais répondre par votre... je pense qu'il y a deux éléments dans ce que vous soulevez. Il y a cet élément, il y a ces programmes de dons, mais le problème avec ces programmes de dons, c'est que c'est basé sur le bon vouloir de 2 PDG. Donc j'aimerais pas qu'un problème de santé globale soit basé sur 2 personnes et que ces 2 personnes, leurs décisions, c'est pas des décisions de santé publique, mais plutôt de loi du marché. Et je pense que ça rejoint un peu le deuxième point, c'est que souvent on oublie que le médicament, c'est un produit comme plein d'autres produits. On ne peut pas faire de la pub, il n'y a que 2 pays au monde où on peut faire de la publicité directe pour des médicaments qui sont prescrits, c'est la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Mais sinon, les mécanismes du secteur privé du médicament, c'est exactement les mêmes que les vendeurs de chaussures, de téléphones portables. Et on oublie, parce que pour nous, le médicament, c'est un produit de santé. Ce n'est pas un produit de consommation, c'est pas... Si je veux m'acheter des nouvelles chaussures, j'ai le choix, mais pour un médicament, je n'ai pas ce choix. Et donc, c'est comment est-ce qu'on... Des fois, il faut se souvenir que malheureusement, on est dans cette optique de marché du médicament et que face à nos gouvernements, face à la société civile, on fait face à des entreprises avec un but de maximiser le profit pour leurs actionnaires. Et je pense qu'il y a... C'est difficile de faire ce lien entre un produit qui sauve une vie, qui rend la santé meilleure, et cet élément de se dire que c'est géré par le profit. Et je pense que ça montre aussi le rôle que différents acteurs peuvent avoir dans ce marché. C'est de dire, souvent on pense que notre médecin ou notre pharmacien a notre meilleur intérêt en tête, mais c'est de dire, quand un médecin prescrit quelque chose, un produit versus un autre, c'est... Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça, mais on le voit surtout dans les pays à faible et moyen revenu où les salaires des médecins sont risibles. On parle dans certains pays 300 francs par mois pour un médecin. Il y a des bonus en plus par rapport aux prescriptions. Donc si je prescris le médicament de David, donc est-ce que j'aurai un bonus? Est-ce que je viens d'être formé par une société sur le diabète, le cancer, et donc je vais prescrire ce médicament en plus? Le secteur des pharmacies aussi, est-ce qu'il y a différents produits qui ont différentes marges? Et donc, pour moi, il y a cet élément de se dire que malheureusement, pour nous, citoyens et personnes dans la santé, on voit la santé comme quelque chose d'un bien public que tout le monde devrait avoir accès, mais pour une partie de cette santé, on dépend à 100% du secteur privé. Et c'est là le défi. Peut-être la dernière question, et puis après, excusez-moi, la dernière question, puis après je vous propose, s'il y a d'autres questions encore, on peut continuer autour d'un verre qui sera servi là au fond de la salle, comme ça on peut gentiment clôturer. Nous en prie. Pouvez-vous parler un peu plus des scientifiques qui dérangent? J'espère que je suis un scientifique qui dérange. Et je pense que malheureusement, c'est difficile d'être un scientifique qui dérange parce qu'on dépend d'un écosystème qui est très structuré et qui est basé sur 2 choses. Je dirais, moi, je vais parler ouvertement. Si je me fais virer demain, je serai un scientifique qui a trop dérangé. Mais si on regarde mon rôle, à l'université, j'ai 2 rôles. C'est d'enseigner, que mes étudiants soient contents, et de faire de la recherche, donc de publier au nom de l'Université de Genève. Je ne suis pas payé pour déranger, je ne suis pas payé pour me battre, pour améliorer l'accès à l'insuline. L'élément de service à la cité, moi j'ai interprété ça, comment est-ce que moi je sors ce que je fais en termes de science et d'information dans un grand public, mais c'est pas, je ne vais pas avoir un bonus parce que j'ai mis des photos au bord du lac ou que je participe à des conférences où on débat de ces éléments.
Donc je pense que on pourrait dire que c'est un avantage parce que ça fait 14 ans que je suis à l'Université de Genève. J'espère que je dérange un peu, mais pas assez pour être viré. Mais c'est de dire comment est-ce qu'on crée cet écosystème qui permette aux scientifiques de déranger. Et c'est de se dire que, faut le dire, que il y a certains projets de recherche qui sont financés à l'Université de Genève ou à HUG par le secteur pharmaceutique. Et donc, si David Béran dérange trop, est-ce que ça va poser problème? Donc, je pense qu'on a aussi l'avantage, et on voit ce qui se passe aux États-Unis maintenant avec plusieurs collègues, d'être encore dans une institution publique où on peut encore déranger, on peut encore jouer notre rôle dans la société, qui n'est malheureusement pas le cas dans certains pays à cause des éléments politiques. Mais je pense que c'est un rôle fondamental de déranger. Faut voir comment est-ce qu'on dérange, qui on dérange. Mais pour moi, ça reste, la liberté académique est essentielle. Et pour moi, c'est un rôle par rapport au service à la cité de rendre cet élément, de se dire que ma recherche, mon enseignement doit aussi bénéficier de la population genevoise, suisse et mondiale, et pas juste les 5 personnes qui vont lire ma dernière publication, ou les 10 étudiants qui viennent un matin et m'écouter en cours. Donc je pense que c'est difficile, je pense que malheureusement, l'élément des scientifiques qui dérangent de nos jours, c'est un défi en plus, mais c'est un rôle fondamental. Donc j'espère être encore là demain. C'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup encore. Merci à vous. David Béran.